Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo un peu particulière, j'ai décidé de vous présenter mon mentor, Richard Mourant. Donc vous verrez une interview de lui, chez lui. Et on parlera un peu de plusieurs sujets en lien avec l'entrepreneuriat, mais aussi du marketing numérique. Alors il vous expliquera, selon lui, les 3 conseils qu'il veut donner à tous les entrepreneurs en démarrage déjà établis pour une entreprise à succès, une entreprise prospère. Donc 3 conseils très intéressants. Ensuite, on parlera de pricing, comment définir le prix de vos services et produits, donc qui est aussi une question que je reçois très souvent. Donc je pense que beaucoup parmi vous trouveront des réponses dans cette vidéo. Et enfin, on verra un peu quel est son œil sur le marketing numérique, parce que lui, bon, vous le verrez dans la vidéo, il a une grosse expérience. Il a lui-même eu une très grosse boîte qui a de plus de 60 employés, où il générait beaucoup de chiffre d'affaires pendant plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Mais il a aussi eu beaucoup d'expérience en accompagnant plusieurs centaines d'entreprises dans du consulting de stratégie. Donc bref, il a vu plein de boîtes à plusieurs époques différentes qui utilisaient plusieurs leviers différents pour leur vente, etc. Et pourra nous faire un petit comparatif avec ce qu'il voit aujourd'hui avec le marketing numérique et ce qu'il faisait avant pour sa propre entreprise et pour ses clients. Donc tout ça, ça fait un bon programme. Écoutez, je vous souhaite une très bonne vidéo. On se retrouve tout de suite chez Richard pour l'interview. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon mentor, Richard Mourant, qui est juste à côté de moi et qui a une énorme expérience entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, je vais le laisser se présenter à vous et vous donner quelques conseils d'entrepreneuriat. Donc c'est pas exactement du marketing numérique, mais on en parlera un peu à la fin. Donc bonjour Richard. Bonjour Valentin. Écoutez, je vous laisse vous présenter, expliquer votre carrière, votre expérience et votre aventure entrepreneuriale. D'accord. Alors, je me suis lancé en affaires la toute première fois, j'avais 25 ans. J'ai fondé une entreprise avec mon beau-frère dans l'usinage de pièces de moteur automobile. Je suis demeuré PDG jusqu'à temps que je la vende 20 ans plus tard. On avait 65 employés au moment où je l'ai vendue. C'est une entreprise qui était très rentable et qui vendait partout en Amérique du Nord. Mes ventes au Québec, c'était quelque chose comme 12%, donc on était beaucoup à l'exportation à l'époque. Alors j'ai vendu mon entreprise. Par la suite, j'ai fait du redressement, j'en ai fait 2. J'ai fait du redressement d'entreprise dans 2 business manufacturières différents, qui étaient toutes les 2 au bord de la faillite. Et en quelques mois, avec l'équipe qui était en place, on a réussi à inverser la situation et à remettre les 2 entreprises sur la voie de la rentabilité. Et le dernier redressement a été particulièrement difficile sur le plan humain. Il a fallu faire des mises à pied et toutes sortes de choses comme ça. Alors à partir de là, et ça fait 17 ans maintenant, je fais du processus stratégique en PME. C'est-à-dire que j'accompagne mes clients pour mettre au point un plan de développement des affaires qui va surtout s'attaquer à la rentabilité. Bien avant la croissance des affaires, puis un n'est pas nécessairement étranger à l'autre, mais je veux d'abord que l'entreprise soit rentable, parce que c'est de cette façon-là qu'elle va pouvoir durer dans le temps. Et avec votre expérience de consulting ces dernières années, vous avez aidé à peu près combien d'entreprises En 17 ans, j'ai fait plus de 250 processus stratégiques dans à peu près 175 entreprises différentes. C'est sûr qu'au début, étant donné mon background, je travaillais beaucoup avec des entreprises manufacturières, mais depuis maintenant 10 ans, je fais autant d'entreprises de services, de distributeurs que de manufacturiers. Et c'est que pour des grosses entreprises ou aussi pour des entreprises de plus petite taille? Mes clients, en fait, la plupart de mes clients ont entre 10 et 200 employés, là, à peu près. Il m'arrive occasionnellement de travailler avec des entreprises qui sont vraiment au stade démarrage, c'est-à-dire qui ont à peine 1 an ou 2 d'existence avec quelques employés, mais la plupart du temps, c'est des entreprises qui sont en affaires depuis déjà un certain temps. Ok. Et quand vous dites processus stratégique, en fait, votre service, c'est d'aller faire un diagnostic de l'entreprise aujourd'hui, de ses difficultés, de ses points forts finalement, et de les orienter pour les prochaines années d'un point de vue stratégique, c'est ça? Oui, ce que tu dis là est vrai. La seule chose, c'est que ce n'est pas un processus que je fais seul dans mon coin, là. En fait, et c'est là la force de la méthode, c'est qu'on fait ce processus-là ensemble. C'est-à-dire, autant l'entrepreneur que son équipe de direction. Okay. Moi, j'arrive avec un tas de questions, un processus, une façon de faire. Et on se questionne ensemble et on trouve des réponses ensemble. Et quand je dis « on »,
pas moi. Moi, je n'ai pas voix à ce chapitre-là. Par contre, le rôle que je me réserve, évidemment, c'est quand je sens que la direction qui est en train de se dessiner repose sur des bases pas très solides, bien là, je vais challenger beaucoup. Je vais référer à d'autres expériences que j'ai vues ailleurs. Je veux m'assurer qu'on a un consensus fort sur ce qu'on veut faire. Mais ce n'est pas mon plan d'action, c'est le plan d'action de l'entreprise. OK. Juste pour information, j'ai rencontré Richard par un client commun et j'ai assisté à un de ses processus stratégiques parce que dans ces stratégies-là, Richard propose aux entreprises de prendre 48 heures, c'est ça? 48 heures de retraite. Oui, c'est 2 jours. 2 jours. On se retire 2 jours. Pendant 2 jours, l'équipe de direction des entreprises se retire. Donc nous, c'était dans un chalet au fond des bois. C'était super sympa. Et donc il y a aussi un aspect humain là-dessus. Hein. Richard travaille aussi avec les entrepreneurs en tant que tel, avec l'humain derrière l'entrepreneur. Donc c'est vraiment très intéressant comme service et comme aventure. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, Richard, c'est que vous donniez un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous regardent, que ce soit pour les entrepreneurs en démarrage ou pour ceux qui sont déjà établis. Quels sont selon vous les secrets, les points essentiels pour un business à succès? Bien, il y en a 3. En fait, mais avant de rentrer dans ces 3 points-là, il y a une chose que j'aimerais préciser, parce que souvent, moi j'ai des enfants là, qui ont l'âge d'être en affaires, puis souvent on va me dire « Ouais, mais aujourd'hui c'est plus comme dans ton temps, là. Tu sais, ça a beaucoup changé, les technologies, les façons de faire. » C'est vrai. Ce qui n'a pas changé par contre, là, c'est quand on est en affaires, on veut vendre un produit ou un service à un client. Alors ça n'a pas changé. Donc, il faut bien connaître son client, il faut lui proposer quelque chose qui se démarque. Et ça, là, il n'y a aucun changement. Donc, moi, je reviens vraiment à ce que j'appelle les règles de base. Alors, les 3 conseils, le premier, c'est le positionnement d'affaires. Quel est votre positionnement d'affaires? Puis, pour être en mesure de bien le définir, il faut connaître 3 choses. Premièrement, il faut se connaître soi-même comme entreprise. On est bon dans quoi, nous? Et corollaire à ça, dans quoi on n'est pas très fort. Okay? Donc, il faut évidemment s'éloigner de ce dans quoi on n'est pas très fort. Il faut se focusser de ce dans quoi on est fort. Ensuite de ça, qui sont les clients intéressés par ce genre de service-là et quels sont leurs besoins là, fondamentaux qu'il va falloir satisfaire. Puis le 3e point, c'est qui sont les concurrents qui offrent des services là-dedans, puis c'est quoi leur offre à eux. Et je veux offrir quelque chose pas pareil aux concurrents. Parce que si j'offre la même chose que mon concurrent, le client va me choisir sur le prix. Et choisir sur le prix, c'est habituellement l'autoroute vers « je ne fais pas d'argent ». Okay? Donc, l'idée, c'est d'offrir quelque chose que les autres n'offrent pas et qui correspond parfaitement à ce que le client recherche. Quand c'est le cas, on est capable de justifier une marge bénéficiaire plus intéressante. Alors ça, c'est le premier point. Une fois que le positionnement est bien clair, le 2e point, c'est qui ces clients-là? Ils sont dans quelle région? Et là, je dois activer un plan d'action très, très proactif pour aller développer ces ventes-là. Le pire scénario que je vois souvent chez les clients, c'est qu'on fait le tri sur les demandes des clients. Mais les clients, là, ils font des demandes en fonction de leurs besoins à eux, pas en fonction de votre positionnement à vous. Alors, ça se peut qu'ils vous demandent des services en dehors de vos champs d'expertise. Et il ne faut surtout pas aller là-dedans. Okay? Le danger, c'est, OK, j'ai fait un premier service avec un client qui était dans mon secteur d'expertise. Là, il me demande autre chose qui n'est pas vraiment là, mais je veux lui faire plaisir, fait que je vais accepter d'aller là-dedans. Si vous acceptez ça, vous venez de mettre le doigt dans un engrenage qui va peut-être faire en sorte que dans quelques années, vous n'existerez plus. Il faut rester dans des choses dans lesquelles on excelle. Puis il faut dire au client, je suis désolé, mais ça, moi, je ne suis pas expert là-dedans. Par contre, je connais des gens qui peuvent t'aider là-dedans. Et nous, rester focus dans ce qu'on maîtrise le mieux. Le 3e conseil, qui s'applique surtout à des entreprises qui ont quelques années d'existence, c'est une fois qu'on a bien défini le positionnement, qu'on a fait notre développement, il faut s'assurer que dans l'éventail de produits et de services qu'on offre, il y en a qui sont tous parfaitement focus. Il faut éliminer tout ce qui n'entre pas dans ce filtre-là. Et ça va dégager des ressources qui vont pouvoir être utilisées sur des trucs beaucoup plus intéressants, beaucoup plus payants. Alors, ces 3 éléments-là, quand on les fait dans cet ordre-là,
on a habituellement un impact majeur sur la rentabilité de l'entreprise. J'ai beaucoup de clients qui me disent, en l'espace d'1 an, 2 ans, j'ai doublé la rentabilité que je faisais sur un chiffre d'affaires qui n'est pas nécessairement beaucoup plus important. Okay? Alors moi, je mets beaucoup d'emphase sur la rentabilité de l'organisation. Super, merci pour ces conseils. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur le deuxième point. Le point qui est de se spécialiser uniquement sur des clients bien précis, sur ceux avec lesquels vous avez une expertise. Souvent, on peut penser que ce conseil s'applique plutôt un peu plus tard dans l'aventure entrepreneuriale, lorsqu'on a déjà pas mal de clients, pas mal de chiffre d'affaires, etc. Je tiens à préciser qu'il faut le faire dès le début. J'ai fait l'erreur au démarrage de l'entreprise de consultation en marketing numérique de prendre à peu près n'importe quel client du moment qu'il me payait et de faire des services vraiment très variés, allant de la gestion des réseaux sociaux, à la publicité en ligne, la création de sites web, etc. Aujourd'hui, mon expertise, c'est la publicité en ligne. C'est aller chercher de nouveaux clients pour mes clients. Et le problème, lorsque j'ai accepté de faire tous ces services qui étaient annexes, c'est que j'ai perdu beaucoup d'énergie et de temps dans mon développement d'affaires. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à essayer d'apprendre à faire des choses pour lesquelles je n'étais pas un expert et qui finalement me faisaient perdre tout mon temps disponible pour aller chercher de nouveaux clients dans lesquels j'avais une expertise. Et le deuxième impact, ça a été au niveau de la satisfaction. Vaut mieux travailler avec des clients qui ont des besoins pour lesquels vous pouvez vraiment les aider et avec lesquels vous allez déclencher une satisfaction entière et complète, plutôt que d'essayer d'aider un peu n'importe qui, c'est un peu n'importe quoi, et d'avoir une satisfaction mitigée au final. Si vous voulez avoir que des clients heureux d'avoir travaillé avec vous, faites uniquement appliquez uniquement des services pour lesquels vous avez une réelle expertise et une réelle compétence. Ça, je voulais y rebondir. Et je voulais vous poser une autre question concernant le pricing. Je reçois beaucoup d'emails et de messages, de commentaires, etc. Où souvent les entrepreneurs de services me demandent à combien vendent leurs services. Parce que encore quand on vend un produit, on peut partir du coût de revient et du coût de production, puis on ajoute une marge et puis on arrive sur un prix. Mais quand on vend du service, comment établir un pricing qui est correct par rapport au fait qu'on démarre une entreprise, mais en même temps qui ne fait pas perdre complètement de crédibilité par rapport aux clients? Le danger là-dedans, il y en a quelques-uns. Le danger, c'est que si on fait un prix trop bas à notre client pour être sûr d'aller chercher le contrat, très souvent, le message qu'on lui envoie, c'est pas ça qu'on veut envoyer, mais comment lui le reçoit, c'est « Oups, ça ne doit pas être aussi bon que les autres. Hein? Si on me facture 50% du prix que je paye d'habitude, c'est certainement parce que je vais en avoir moins que ce que je pourrais aller chercher ailleurs. » Alors, il faut faire très attention à ça. Il y a un vieux routier qui m'avait dit au début de ma carrière, « Tu sais, Richard, on peut faire toutes sortes de stratégies, là, mais une très simple, c'est si je fais 10 soumissions et que je les remporte toutes les 10, je suis certainement pas assez cher. Et si j'en échappe 9 sur 10, je suis peut-être un petit peu trop cher. » Alors, moi, je vous dirais, là, l'objectif de ça, premièrement, il faut vraiment connaître le pricing de l'industrie. Qu'est-ce que ça vaut, ce genre de service-là, dans l'industrie? Il faut connaître ça bien comme il faut. Puis il faut connaître aussi l'offre de service qui est derrière ce prix-là. Et si nous, on arrive avec une valeur ajoutée, normalement, là, quand j'ajoute de la valeur à une offre, le prix augmente un peu. Okay? Je ne peux pas vendre une Mercedes à 20 000 $ puis essayer de faire croire au client là, que la valeur ajoutée de ça, c'est incroyable. Il ne le croira pas. Il va se dire « Ah non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Donc, si votre offre de service a une valeur ajoutée supérieure à celle des concurrents, vous devriez la vendre un peu plus cher que ce que le concurrent vend et expliquer ça à votre client. Et si vous avez bien fait vos devoirs et que vous lui présentez quelque chose auquel il tient beaucoup, à ce moment-là, ça ne devrait pas être un problème. Le danger, c'est d'ajouter des dépenses à votre service pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer. Okay? Alors, exemple, j'achète une voiture il y a plusieurs années et le concessionnaire me dit « Est-ce que vous voulez avoir un GPS intégré? » Certainement. Il me dit « C'est 4 500 $ de plus. » Désolé, ça ne vaut pas 4 500 $ pour moi. Alors, il y a un prix derrière chaque chose. Il faut rester dans le raisonnable. Alors, je ne sais pas si ça répond aux questions, mais le danger, surtout chez les gens qui sont en démarrage, c'est de faire des prix trop bas
et ça vient discréditer votre valeur quand vous faites ça, parce que le client comprend que votre service doit être beaucoup moins bon que celui des autres, et je ne suis pas sûr qu'il va vouloir aller là-dedans. Donc même si vous n'avez pas totalement confiance en vous au démarrage, vaut mieux donner l'impression, avoir une tarification qui est celle que vous auriez à long terme, plutôt que de vous dire je vais commencer petit, à pas cher, et puis grossir par la suite. Parce qu'à mon avis, je suis d'accord avec Richard, quand vous allez vous créer une réputation et une image de marque autour d'un certain pricing qui va être très bas, ça va être très dur pour vous de monter d'un coup et d'expliquer au deuxième client que vous allez lui charger 2 fois plus cher qu'au premier client. Donc vaut mieux dès le début commencer avec un pricing que vous pourrez tenir et assumer à long terme. Puis il y a plein d'exceptions là-dedans. Alors, tu sais, moi j'ai des clients, par exemple, quand on a travaillé ensemble, je recommande à tous mes clients de minimiser leurs frais fixes le plus possible. Alors, pas de loyer si on est capable de ne pas en avoir, ou un loyer beaucoup plus petit, des gens à temps partiel plutôt que des gens à temps plein qu'on va payer pour faire des activités qui ne sont pas vraiment à valeur ajoutée, tout ça. Alors, ça se peut que vous soyez capable d'arriver avec un prix qui va être un peu en bas du marché en expliquant à votre client votre modèle d'affaires. Vous avez beaucoup moins de frais fixes que les autres, ce qui n'enlève rien à l'offre de service que vous faites, et vous êtes capable de la vendre 10% ou 20% même moins cher que les autres. C'est parfait. Mais si l'année prochaine, vous donnez un gros local, puis que vous engagez des gens, ça va être difficile de revenir voir votre client et vous dire, à partir de maintenant, il faut que je te facture 30% plus cher pour le même service qu'avant. Donc, il faut qu'il y ait une certaine logique. Alors, si vous vous mettez en marché sur le fait que vous avez peu de frais fixes, il faut que votre modèle d'affaires soit maintenu et que vous ayez des frais fixes moins grands que ceux de vos concurrents pour être capable d'offrir des prix plus bas. Mais offrir un prix plus haut, à mon avis, basé uniquement sur des frais fixes qui sont plus élevés, c'est pas intéressant pour un client. Moi, je dis souvent, quand je choisis un cabinet d'avocat, par exemple, payer pour avoir un bureau au 17e étage de la place Ville-Marie avec la moquette, ça dépêche, ne me donne rien de plus au niveau du service. Donc, attention aux frais fixes. Ok, super. Et j'ai une dernière question pour vous, c'est comme vous savez, moi je suis en marketing numérique, cette chaîne c'est spécialisée sur le marketing numérique, donc on va en parler quand même un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du marketing numérique? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous, votre gros succès entrepreneurial, c'était à une époque où le marketing web existait très peu ou était peu utilisé, ou en tout cas c'était pas les mêmes outils qu'aujourd'hui? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Moi, je me suis lancé en affaires en 1979. Okay. C'est vieux, là, en 1979. J'ai vendu en 1997. Les dernières années, ça commençait. En quelle année vous avez vendu? En 97. En 97, ok. Ça fait déjà 20 quelques années. Alors, c'est sûr que si ça se faisait aujourd'hui, certainement que mes dépenses de vente, si je compare à ce que j'avais à l'époque, ce serait beaucoup plus bas, parce qu'il y aurait une place importante pour le marketing numérique. Avoir des représentants, moi je vendais partout en Amérique, alors j'avais des frais de voyagement importants, j'avais des agents manufacturiers, j'avais des représentants, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, avec le marketing numérique, certainement que j'aurais une bonne partie de mes efforts de vente qui seraient faits de cette façon-là, d'autant plus que je pourrais les développer sur plein de continents, ce qui à l'époque était impossible de façon traditionnelle, pas impossible, mais beaucoup plus difficile. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains types d'entreprises qui devraient être à 100% en marketing numérique, dépendamment de la nature de vos services et de ce que vous faites et tout ça. Et pour toutes les autres, peu importe le domaine dans lequel on est, certainement qu'il y a une part de marketing numérique qui devrait être faite à la place de la façon traditionnelle de faire des choses, qui est très dispendieuse. Parce qu'on est d'accord que même selon vous, vous avez vu à peu près à mon avis toutes les méthodes de marketing et de vente possibles, on est quand même dans une rentabilité qui a jamais été égalée, à mon avis. Quand on parle de télé, quand on parle de journaux, etc. Je suis d'accord. Quand c'est bien fait, oui. Mais là aussi, c'est possible de lancer son argent par les fenêtres. Et j'ai beaucoup de clients qui c'est ce qu'ils font. Puis là, ils me disent hey, le marketing numérique, ça ne marche pas. Oui, mais tu le fais comment ton marketing numérique? Tu ne cibles pas. Tu fais ça en vrac et tout ça. Donc, le marketing numérique, à mon avis, quand il est bien fait, c'est certainement l'outil de vente le plus performant quand on le compare à tout le traditionnel. Ok, super.
Écoutez, merci beaucoup pour vos conseils et puis pour votre expertise. Et puis je pense qu'on se reverra sur cette chaîne. On parlera d'autres sujets, peut-être plus dans le marketing web justement. Richard s'y est mis pas mal justement pour sa business à lui aussi. Donc on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois. Puis vous pouvez le suivre sur sa chaîne YouTube. Il y donne des conseils, je vous en ai parlé un peu au début de la vidéo. Donc il donne des conseils en stratégie d'entreprise. C'est gratuit, c'est tout en bas. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et encore merci Richard pour votre temps. Merci Valentin, merci à vous de votre écoute. Donc voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Vous reverrez Richard sur la chaîne, c'est à peu près sûr. On fera d'autres sujets en lien avec l'entrepreneuriat et le marketing numérique. Lui-même, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a pas mal de stratégies qu'on met en place actuellement pour son entreprise. Et puis il propose aussi quelques petites formations en ligne pour ses clients, mais ça peut être aussi pour vous si la stratégie d'entreprise vous intéresse. Je vous mets ça dans la description au cas où. Et si vous voulez juste suivre ces vidéos YouTube, le lien est aussi dans la description. Il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser, des très beaux conseils sur la stratégie quotidienne, mais aussi le lancement d'entreprise. Il y a plein de conseils qui peuvent s'appliquer à des entreprises en démarrage, donc des gens qui ont même juste des projets pour le moment, mais qui veulent les concrétiser rapidement. Vous pouvez y trouver pas mal de choses intéressantes, donc je vous le conseille. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.